Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour info, le groupe russe Wagner sur Sassou Nguesso. J'ai dit mort de rire. Et pourquoi? Parce que c'est une opération 100% diversion. C'est de la diversion. Et pour cause. Croyez-vous, pensez-vous un seul instant qu'au regard du contexte sociopolitique national ou du climat sociopolitique national délétère et au regard des enjeux France-Afrique et ou occidentaux à l'échelle de notre pays, à l'échelle du bassin riche du Congo, à l'échelle du golfe de Guinée, Denis Sassou Nguesso, initié, peut-il prendre de tels risques? Certainement pas. Par conséquent, cette affaire de Wagner n'est autre qu'une opération 100% diversion. Et pourquoi faire? C'est tout le questionnement. Chacun de nous doit réfléchir. Le cerveau n'est pas un fardeau. Le cerveau est une ressource. Donc en tenant compte du passé, de la réalité et des enjeux de la dictature de Denis Sassou Nguesso et de l'après qui se dessine, vous devez réfléchir en tenant compte des indicateurs, tous les indicateurs sociopolitiques, géopolitiques à l'échelle nationale, France-Afrique, les enjeux occidentaux. Vous devez réfléchir. C'est pourquoi, ou c'est pour cela que j'ai dit que c'est une opération 100% diversion. Et pourquoi faire? Vous devez donc individuellement et collectivement, tant au niveau politique, intellectuel, militaire, citoyen et autres, réfléchir. Vous connaissez bien, vous savez bien comment fonctionne la dictature de Denis Sassou Nguesso depuis la nuit des temps. Donc comment quelqu'un qui a été placé par la France-Afrique et qu'on connaît que la France-Afrique est le cheval de Troie de la France et la France est occidentale, la mère de l'Occident. Et donc, vous imaginez que Sassou peut prendre de tels risques. Pour ma part, c'est une opération 100% diversion. Et pourquoi? De mon point de vue, c'est pour 5 raisons. La première raison est poutiniste. En effet, Vladimir Poutine connaît bien Sassou Nguesso. Vous savez qu'après la CIA, il y a les FSB, il y a le Mossad, il y a l'MI6, on parle même du service indien, même chinois, on parle de la DGSE français. Donc tout ce monde-là, ils connaissent, ils savent. Poutine connaît bien Denis Sassou Nguesso de A à Z. C'est quelqu'un qui ne fait pas confiance. Il sait très bien que c'est le pion de la France-Afrique. Et que le groupe Wagner est aussi, quelque part, le cheval de Troie de la présence russe en Afrique. Est-ce que Poutine est assez con, imbécile et autres et pour placer Wagner là-bas et autres? Donc il s'agit là d'une opération 100% diversion. Même si et seulement si, on sait bien que Jean-Claude Nkakosso, le ministre entre guillemets des Affaires étrangères de la dictature, est russophone, il n'a pas le monopole d'être russophone. Il y a autant de russophones dans le pouvoir de Sassou Nguesso comme dans l'opposition, comme dans la résistance, comme dans la dissidence. Poutine sait très bien Denis Sassou Nguesso. Je vous parle des services secrets, CIA et compagnie FSB. Ils connaissent qui est Sassou Nguesso. Donc, de ce fait, historiquement et jusqu'à nos jours,
Poutine n'a jamais fait confiance à Denis Sassou Nguesso, on le sait. Mais pourquoi envoyer des groupes Wagner là-bas et pourquoi faire? Donc, cette première raison poutiniste est à réfléchir. Pourquoi Poutine a pourquoi Poutine peut envoyer ses mercenaires là-bas ou les groupes Wagner là-bas? Il sait bien que Denis Sassou Nguesso, c'est quelqu'un de la France-Afrique. Et la France-Afrique, c'est les Occidentaux. Denis Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas faire confiance. Et donc, il faut aller analyser en profondeur le contenu de cet article-là, de la dictature, qui nous a publié ça dans le sens de la diversion. Donc ça, il faut réfléchir. Que Poutine ne fera jamais confiance à Denis Sassou Nguesso. Même s'il y a des réseaux, Jean-Claude Rousseau, rusophones, on dit, mais il y a plus sérieux des rhizophones que Jean-Claude Ngakoso. Donc, pour cette première raison, la présence du groupe Wagner à Pointe-Noire et compagnie donc, est à prendre au conditionnel. Et c'est pour cela que nous passions à la deuxième raison. Cette deuxième raison est France-Afrique. En effet, la France-Afrique, depuis le coup d'État sanglant du 5 juin au 15 octobre, dont les conséquences sont d'actualité, puisqu'on a massacré des Congolais, les crimes contre l'humanité jamais traités, tant au niveau national qu'au niveau de la Cour pénale internationale. Bon, le droit de veto de la France, et plus Denis Sassou Nguesso encore là, on le sait. La France-Afrique est à Oyo, est à Edou, est à Pila. Donc, ils suivent Sassou Nguesso. La France-Afrique suit Sassou Nguesso. Ils savent à quel niveau se trouve la ligne rouge. Donc, si et seulement si on place Wagner à Pointe-Noire, la France-Afrique qui est à Oyo, à Pila, à Edou, et qui dort avec Sassou Nguesso, vous imaginez que cette France-Afrique, au regard du contexte actuel, où la France s'est positionnée clairement occidentale. On est bien d'accord. Devant la Russie, même si c'est un peu de jouer l'équilibre, mais du côté des Russes, le mal est consommé. On est bien d'accord. Je vous dis qu'en Europe, en Occident, s'il y avait une guerre nucléaire, la France sera le troisième pays bombardé par la Russie en termes de bombes nucléaires. Le premier sera américain, deuxième les Anglais, troisième la France. On est bien d'accord. Donc il faut analyser ça. Il faut réfléchir. Donc, la deuxième raison, France-Afrique, là, nous pose bien des soucis par rapport à ce qui se passe là, que c'est une opération 100% diversion. Okay? La France-Afrique qui est au Yo, elle ne peut pas, voilà. Donc, vous imaginez. Donc, il faut en tenir compte de cette deuxième raison, France-Afrique. La troisième raison est politique. Ben oui. Est-ce que c'est pour tester? Donc on lance le truc pour voir à l'échelle du Congo-Brazzaville, de notre pays, quels sont des réseaux russophones ou russophiles et autres. Donc on lance comme ça, on se dit, bon ben écoutez, ceux qui vont capter, donc le travail de l'homme se passe. Et se dire, ah tiens, peut-être ils vont, voilà. Donc là, toutes ces réactions-là, ça c'est le côté visible, mais l'envers du décor, c'est ce qui se passe derrière. Donc, nous, uns et les autres, sont en train d'analyser quels sont les réseaux russophones à l'échelle du Congo-Brazzaville. Je vous rappelle que notre pays est géostratégique. Nous avions le grand voisin de la RDC, qui est la vache à lait des matières premières du monde entier, la République démocratisée du Congo. Et nous avions aussi l'Angola, la première puissance militaire de la sous-région. Vous avez aussi le Gabon, le Cameroun, le Tchad, les Centrafrique qui est aux mains des Russes. Donc, il y a trop d'enjeux là à l'échelle sous-régionale. Donc, perdre le Congo à cette échelle-là, ce sera problématique. Donc, notre pays est au cœur des enjeux. Nous avions l'ouverture sur la mer, nous sommes riches, nous sommes là, les partages de la culture haute. Donc, notre pays sera au cœur de ces enjeux géopolitiques et géostratégiques de la guerre qui se dessine entre l'Occident et l'Eurasie. On est bien d'accord?
Donc, est-ce que c'est pour lancer des choses comme ça pour voir quels sont euh, les russophones sur différentes échelles, au pays comme de la diaspora? Donc, ils ont déjà les informations à travers les médias et réseaux sociaux, ceux qui ont réagi, qui ont fait ceci. C'est la raison pour laquelle je vous dis que l'ignorance est la pire des souffrances. Donc, on a affiché les uns les autres, voir, ah tiens, est-ce qu'il y a une tendance russophone, rhizophile à l'échelle du Congo? Historiquement, nous étions des durs du marxisme, le ninisme entre 1968 et 1991, jusqu'à la fin du mur de Berlin. Vous le saviez, quand on a construit des... Voilà. Donc, des tendances de l'opinion nationale aujourd'hui. Bon, je n'ai pas des sondages, mais la tendance est là, anti-Occident. Et donc, vous imaginez, donc on lance ces choses-là pour voir le climat politique à l'échelle nationale. Donc, quand vous rentrez dans la guerre du loup, bon, ça, ils savent déjà que ça, c'est des gens qui sont déjà pro-eurasiens ou pro-russes ou pro-chinois. Ça, ce sont des occidentaux et autres. Donc, ils mesurent ça. Donc, ce sont ces genres de situations pour mesurer euh, tous les indicateurs sociopolitiques à l'échelle d'un pays. Donc, nous, on regarde les enjeux géostratégiques. Donc, on s'est dit, ah tiens, au Congo, par rapport à cet environnement, euh, ou par rapport à cet écosystème qui est le plus riche du continent, ah oui, le bassin du Congo, le golfe de Guinée, donc c'est là où va se passer les enjeux occidentaux. Donc il faut en tenir compte de ça, je ne vais pas aller en détail. La quatrième et avant-dernière raison est testing, bien entendu. Oui, donc pourquoi j'en ai ajouté cette raison, puisqu'elle rentre dans la raison politique. Et testing, ben oui, on est en train de voir quels sont les réseaux francophiles, francophones, russophones, eurasiens et occidentaux dans le pays avant de dégager Sassou Nguesso ou pas. Parce que l'enjeu aujourd'hui est de dégager Sassou Nguesso. Est-ce que la presse Sassou Nguesso, il pourrait pas avoir des bouleversements? Est-ce qu'il y a des réactionnaires? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses comme ça? Il y a beaucoup de choses qui se passent là. Nous sommes surveillés. Enfin, la cinquième et la dernière raison pour laquelle cette divorciation est en cours est géostratégique, bien entendu, au regard du contexte. Parce que là, on s'est dit, bon, la guerre est déjà lancée, on lance des boules pillantes, il y a des bouleversements en cours en Afrique de l'Ouest, mais c'est comme une épidémie. Les médias réseaux sociaux sont passés par là. Bref, d'autant plus que l'Occident n'a pas respecté ses valeurs qu'elle fait miroiter aux yeux du monde. Parmi ces valeurs, je voulais citer que j'ai pensé moi-même, la première valeur que j'ai regardée, que je vis de l'Occident, ça c'est le droit et devoir de défendre des libertés fondamentales. Ça, c'est en Occident, c'est ça. Liberté de pensée, d'opinion, de point. Ça, c'est garanti. Même par les textes, les constitutions, les lois, autres. Ça, c'est la deuxième des valeurs occidentales, c'est surtout ce qui concerne les droits fondamentaux. Que ce soit au niveau du travail, la sécurité sociale, que ce soit tous les buts de la condition humaine, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à papa. Donc ça, c'est garanti ici. Donc c'est garanti, mais c'est le combat permanent. Les peuples luttent et c'est pas que ça s'arrête là. Qu'on a écrit ça, que ça s'arrête là. Nous, on a écrit, bon, on dit, mais pour qu'ils n'appliquent pas. Mais c'est un combat. Le combat est permanent. La troisième des valeurs occidentales, c'est surtout la démocratie. Hein? On est bien d'accord. Bon, ça, le pouvoir au peuple, on fait des élections, et tout ça, vous connaissez ça, à l'échelle locale, départementale ou régionale, ou pour les républiques fédérales, et on en voit aux États-Unis, on voit en Allemagne, on en voit, voilà. Donc, vous le savez très bien. Donc, ça, la démocratie, elle fonctionne, mais elle est à revisiter. Mais c'est le combat permanent ici. Donc, tout n'est pas immuable. Comme chez nous, dès qu'on a écrit un texte, il faut l'appliquer. Mais on peut les chambrer à tout instant. Et quatrièmement, c'est surtout la souveraineté des peuples. Vous avez vu qui s'acharne. L'Occident fait ses leçons de démocratie par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Mais nous, en Afrique, on a séparé des États, par exemple au Soudan,
Soudan du Nord, Soudan du Sud, on a vu en Éthiopie, l'Érythrée, nous, on voit beaucoup de choses comme ça qui se passent en Afrique. Mais là, on n'en parle pas. Mais enfin, c'est surtout les cinquièmes des valeurs fondamentales de l'Occident que je connais, c'est le libre-échange, le marché, la libre entreprise, entrepreneuriat, la concurrence et tout ça. Mais quand on voit ça, on sait un peu de mettre ça à l'échelle de nos de continents, on se dit que bon, ben, là, c'est la nuit et le jour et la nuit, surtout à l'échelle France-Afrique, où il y a des prisonniers politiques sans fin, des changements de constitution sans fin, les hold-up électoraux sans fin et autres. Donc, les valeurs occidentales deviennent caduques et surtout à l'échelle francophone ou France-Afrique, qui est l'espace africain qui regroupe déjà le plus grand nombre de dictateurs et surtout, on parle aussi de tout ce qui est des fondamentaux de l'Occident ne sont pas appliqués là-bas. Mais dans cet état de crise occidentale, à l'échelle continentale, nous, Africains, on a déjà cette histoire avec l'Occident, puisque ils sont venus nous trouver. On n'est pas venu les chercher. Ils sont venus nous trouver. Et ils nous ont mis en esclavage. Puis arrivé le partage de l'Afrique, la colonisation. Puis aujourd'hui, on a eu des mouvements de dépendance, on a massacré les populations, surtout dans la décolonisation anglophone. Mais nous, on a laissé ça comme ça. Bon, ben, voilà, on vous donne ça, la décolonisation sur un plateau d'argent, mais on avait établi des règles qui sont que, bon, ben, en fait, on était encore pire, puisque depuis la décolonisation de l'Afrique francophone, nous, on n'a que des devoirs, on n'a pas de droits. Et donc, ça commence à bien faire, d'autant plus que depuis la fin du mur de Berlin, de la guerre froide, où l'Occident était à l'hégémonie du monde unipolaire jusqu'à peu près des années 2010, et donc les bouleversements en cours dans la Russie, la Chine et autres, donc on va vers un monde multipolaire, et là, c'est l'Occident n'en veut pas. Et donc, il y a l'équilibre des forces. L'Occident a certes les technologies, mais elles sont désormais disponibles partout, mais il nous manque les matières premières. Mais c'est passé, où cela va se passer? C'est en Afrique. C'est tous ces équilibres-là. Mais en Afrique, ça bouillonne. En Afrique de l'Ouest. Et donc, il reste l'Afrique équatoriale ou l'Afrique centrale ou le golfe de Guinée. Et là où se concentrer ses forces. Donc, ils ont des stratégies. Ils élaborent des stratégies en tenant compte que nous avons des problèmes anthropologiques qui est lié déjà les émotions au-dessus de la raison, l'appartenance au-dessus de la raison, l'intérêt général et autres. Donc, ils jouent à ça. Donc, on sait qu'on fait un peu d'allumer les émotions pour que nous puissions réagir pour élaborer des stratégies et autres. Donc, ça marche. En ce moment, c'est ça. Donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, les valeurs occidentales deviennent quelque part caduques. Est-ce que l'Occident va-t-elle changer de paradigme, son rapport de force? Certainement pas. Et les rapports de force commencent déjà en Afrique. On en voit en Afrique de l'Ouest. On en voit tous ces rapports-là. Donc, l'Occident est quelque part grillé. Bon, donc, les anciens pions, ils voient que, ah tiens, c'est comme la marée, elle arrive. Donc, ils cherchent un peu à jouer ce jeu-là. Mais vous étiez du côté de l'Occident, et vous n'avez pas cherché à la transformer, à le transformer. Mais vous, donc, ça se joue ça. Je vous dis sincèrement, la situation de Sassou Nguesso là, c'est, bon, excusez-moi le terme, c'est comme une salope, quoi. Une salope, ça va au gré des, voilà. C'est comme ça. Je vous dis, hein, comme un salope, disons, on suit un salope, avec les femmes. Une salope avec les hommes, c'est comme ça. Elle va au gré à dire un truc. Oui, comprenez ça? Donc Sassou joue un peu le comportement de type salaud ou salope, avec l'Occident qui l'a protégé, et donc il veut jouer ça. Mais il ne sait pas que pour les raisons précitées que je vous ai dit, les 5 raisons, donc c'est quelque chose à prendre en compte. Donc il faut analyser, et ceux qui viennent nourrir les débats, je suis bien partant pour continuer à donner des informations. Je n'ai donné que 1% de ce que je connais, des stratégies qui sont en cours. Bon, vous le savez que l'ancien ministre de l'économie et des finances, d'abord il fut DG des impôts, puis DG du budget congolais sous Sassou Nguesso 1,
il était devenu ministre de l'économie et des finances. Bon, au niveau culturel, c'est des réseaux catholiques, quoi. Hein, le puissant réseau catholique au Congo. Jean-Luc Maleka, l'ancien ministre de l'économie et des finances, des puissants réseaux catholiques du Congo. Et donc, il était ministre de l'économie et des finances sous Milongo. Il m'avait dit, dès 2017, et tous les ans, et même une fois par mois, jusqu'aujourd'hui, il me dit que la chute des Sassou Nguesso sera au cœur ou au centre des enjeux géostratégiques. Et donc, de ce fait, vous devez suivre tous les indicateurs et voir les enjeux, les rapports de force qui se dessinent. Et je reviens à la question posée. Est-ce que Denis Sassou Nguesso est-il en train de jouer un jeu dangereux? Ben oui, puisque pour lui, il pense que, bon, en jouant ce jeu, bon, je ne vais pas aller en détail, parce qu'il y a trop d'enjeux. Et j'y reviendrai. Merci pour m'avoir écouté et ceux qui peuvent nourrir les débats de cette mini-conférence, continuez parce qu'il y a trop d'éléments, trop d'indicateurs, on est au cœur des enjeux, des bouleversements en cours. Et donc nous laissons l'autre partie à ceux qui peuvent nourrir les débats. Et donner plus d'informations. Je ne vais pas les publier, les informations stratégiques. Je ne vais pas les publier. Vous pouvez poster ça, mais je vois. Mais voilà. Donc, on est là dans cette guerre qui se décide entre l'Occident et l'Eurasie, mais ils ont quand même leur pilier, c'est l'Afrique qui va jouer cet équilibre-là. Donc, tenez bien compte. Moi, si j'étais Occident, c'est comme dans les relations humaines ou sociales et autres. Si j'étais Occident, je serais confiance. Je mettrais tout pour être confiance. La confiance tisse les liens, crée beaucoup de choses plus avancées. Si j'étais Occident ou France-Afrique, j'éviterais d'être méfiance et défiance. Parce que quand on n'a plus confiance à quelqu'un, et quand cette confiance ne passe plus, on rentre dans la méfiance. La méfiance dessert les liens. Ce qui se passe en ce moment en Afrique face à l'Occident. Je vous rappelle que l'Afrique n'a jamais fait de mal à l'Occident, aux Blancs. C'est les Blancs qui ont fait du mal aux Noirs. Historiquement, vous êtes venus nous trouver. Et vous avez tout traité si vous continuez à traiter. Et ça choque tout le reste, le tiers humanité. La tiers humanité ou le tiers humanité. Quand on voit les acharnements de l'Occident, on parle d'Afrique, il faut les nourrir, il faut les faire comme si l'Afrique n'a commencé qu'avec les rencontres avec l'Occident depuis 1000 ans. Alors que les Noirs sont déjà là depuis des milliers d'années. Donc, quand on n'a plus confiance, on rentre dans la méfiance. Et cette méfiance-là, quand elle devient répétitive, on rentre dans la défiance. La défiance, c'est l'évitement. Et donc, à l'échelle continentale ici, en tenant compte des indicateurs de tout ce que je vois, les Africains aujourd'hui sont déterminés à s'affranchir de l'Occident. Parce que c'est l'Occident qui pose bien des soucis de la respectabilité de la communauté noire, des enjeux du but de la condition humaine à l'échelle africaine. Alors qu'on a tout là-bas. Et les technologies sont maintenant disponibles partout. On a nos valeurs de la justice, de la vérité et de la solidarité, mais chaque fois on était bousculé là. Donc c'est un monde en mouvement et que l'Occident doit repenser ces enjeux. Et c'est par là qu'elle pourra avancer. En réalité, beaucoup d'Africains avaient adopté les valeurs occidentales malgré le mal que l'Occident, les Blancs ont fait au noir, historiquement. Quand on voit, il n'y a pas photo. S'il y a une échelle de 1 à 100, les Blancs ont fait du mal aux Noirs à 99%. Donc pourquoi s'acharner à autre là alors que les problématiques existentielles, on ne sait pas où nous étions créés, à quel moment et autres. Mais même au sein des sciences naturelles, on peut tout dire. Mais on se dit que
L'histoire n'est pas encore finie. Et donc, l'Occident a monté ses limites. Et donc, l'Occident devient de plus en plus exposé aux yeux de la conscience universelle, au regard des enjeux du but de la condition humaine sur différentes échelles. Je vous remercie et à bientôt.